Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Nous sommes mercredi 23 mars, il est 17h et c'est l'heure de Parenthèse parentale. Bonjour à tous. Ça y est, c'est le printemps, vous avez vu ce soleil magnifique, il fait bon dehors. On aurait pu faire l'émission dehors, mais bon, voilà, les micros étaient pas tout à fait, les fils des micros étaient pas tout à fait assez longs. Bref, la nature se réveille et avec elle, le grand tableau de nos vies se colore. Et oui, je suis d'humeur joyeuse et poétique aujourd'hui, car j'accueille deux jeunes femmes pétillantes qui œuvrent pour le bien-être des familles et en particulier le bien-être des jeunes parents. Avec moi aujourd'hui dans le studio de Radio Grand Lac, il y a Nathalie Jousse qui est accompagnante périnatale. Bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle. Alors j'ai dit accompagnante périnatale, mais je devrais dire pas que, parce que tu as d'autres cordes à ton arc et tu nous parleras de tout ça au cours de l'émission. Et puis je reçois également Emeline Fumex, qui est monitrice et formatrice de portage. Bonjour Emeline. Bonjour Isabelle. Et avec toi Emeline, on va voir ce qu'est le portage, qu'on appelle d'ailleurs portage physiologique. Donc il faudrait que tu nous expliques un peu le pourquoi de cette appellation. On verra également les différentes techniques de portage, les accessoires. Bref, à la fin de l'émission, chers auditeurs, vous saurez tout sur, on peut dire, ce moyen de locomotion. Du coup, moyen de locomotion avec bébé. Mais tout d'abord, on fait une petite parenthèse, alors pas parentale, mais musicale, avec Étienne Dao. On va écouter Bleu comme toi. Et puis ensuite, mesdames, je vous donnerai la parole. Merci. Ok, on fait comme plaisir. Ça. Allez, c'est parti. Étienne Dao, Bleu comme toi. Radio Grand Lac, sur 92.1. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. On entame cette émission avec Nathalie Jousse, qui fait partie de la structure Un temps pour naître et qui est accompagnante périnatale. Alors, périnatale, ça veut dire quoi, Nathalie ? Alors, périnatale, en fait, ça concerne tous les événements qui se passent autour de la naissance. Donc, on parle souvent de prénatal au moment de la grossesse, avant la naissance, et de postnatal pour tout ce qui touche après la naissance. Donc, périnatal, ça englobe la vie postnatale et la vie prénatale. Enfin, l'inverse, oui, la vie prénatale et la vie postnatale. Donc, voilà, tous les événements autour de la naissance. Ok, donc, toi, tu proposes dans ton accompagnement, tu proposes un parcours aux parents de la grossesse jusqu'à quelques mois après la naissance, c'est ça ? Oui, c'est ce que je propose. De la grossesse à la vie postnatale, mais même plus largement, parce que pour moi, je l'ai vraiment ouvert à tout ce qui touche au devenir parent. C'est-à-dire que à partir du moment où même il y a une grossesse qui débute et qu'on fait le choix de ne pas garder cette grossesse-là, de l'interrompre, pour moi, on est déjà dans un parcours périnatal. Et c'est aussi quelque chose qui peut être accompagné. C'est pas quelque chose qu'on a à vivre seul dans son coin, sauf si c'est son choix, mais en tout cas, on peut déjà l'accompagner. En tout cas, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment accompagner la grossesse, le postnatal, ou tout événement qui surgit dans cette question du devenir parent. Voilà, une grossesse qui tarde, une grossesse qui arrive et qu'on n'a pas choisie. D'accord, c'est aussi ça que je propose dans l'accompagnement. D'accord, donc c'est pas ce qu'on peut imaginer quand on entend accompagnement périnatal, on voit un accompagnement sur une grossesse qui se passe bien, mais en effet des fois il peut y avoir des incidents, des accidents et des choses moins rigolotes à vivre, et donc tu accompagnes également les mamans dans ce parcours-là. Oui, ok, c'est ça. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, en fait il y a quelque chose d'intéressant, parce que moi j'ai déjà des personnes qui m'ont dit mais tout va bien pour moi, j'ai pas besoin d'un accompagnement. C'est ça, ouais. Ou à l'inverse, des personnes qui me disent notre grossesse elle a tellement tardé que j'aurais eu l'impression que j'avais encore un problème que de bénéficier d'un accompagnement. En fait, ça veut pas dire que tout va bien ou que tout va mal, c'est juste qu'on fait le choix d'avoir un soutien supplémentaire durant notre grossesse et qu'on fait appel à quelqu'un comme une accompagnante périnatale. Ok. Que ça aille bien ou pas.
idem dans le cas d'une intervention alors médicale ou volontaire de grossesse, on peut se dire ben voilà, ma grossesse est terminée, mais il peut y avoir un besoin d'un suivi, voilà, au moins d'en discuter, de mettre des mots dessus. C'est ok. ça. Donc du coup, on peut te solliciter même quand le bébé est en projet. Oui. Du coup, et tu accompagnes aussi les PMA et programmes Les parcours médicaux. les PMA. procréation médicale assistée. Oh là là, le bug. ok. Ou bien quand une grossesse se passe pas très bien, ou qu'un premier accouchement peut-être ne s'est pas bien passé et qu'il peut y avoir une angoisse pour le deuxième. D'accord. Oui. Moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté en amont de la grossesse en se disant c'est trop anxiogène pour moi une grossesse parce que les récits dans ma vie autour de moi font que ça a créé trop d'angoisse. Et je sais pas comment entamer ce chemin de maternité. Donc, ok, on va en parler avant. On va désacraliser la grossesse, pouvoir mettre des mots, pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans une grossesse. Après, on peut pas tout anticiper, mais voilà, remettre de la tranquillité. Être enceinte, ça fait partie de la nature. La nature, elle a prévu aussi les choses comme ça. Donc, comment on vient tranquilliser ça? Donc, ça peut vraiment être en amont d'une grossesse. Ou, comme tu viens de le dire, j'ai aussi des personnes qui me contactent en me disant ma première grossesse s'est vraiment mal passée et j'appréhende la deuxième. Parce qu'en plus, on m'a dit que c'était sûr que la deuxième, ça serait aussi pourri que la première. Non, ou l'accouchement. Essayons de comprendre ce qui s'est passé parce que parfois, effectivement, il y a des raisons médicales qui font que ça a été compliqué. Et puis en fait, des fois, c'est autre chose. Ça peut être juste des croyances, en fait. Voilà, on pense que les choses vont se passer de la même façon, mais bon, la vie ne se calque pas comme ça d'une expérience sur l'autre. Donc, ok. En tout cas, comprendre qu'est-ce qui a amené que c'était difficile, pourquoi on s'est assis dans ces difficultés-là, ça peut permettre de faire différemment la fois d'après. Et en plus, moi, ce que je remarque, c'est qu'on vit vraiment dans une société où il faut, surtout au moment de la grossesse et de l'accouchement, tant que le bébé va bien, en fait, il faut pas se plaindre, quoi. Il faut juste être contente. Et du coup, il y a plein de mamans qui osent pas dire, ou quand elles disent, elles se font un peu envoyer bouler. Non, mais c'est bon, arrête de te plaindre. Donc, du coup, elles restent avec leurs difficultés. Et sauf qu'en fait, la difficulté, elle s'en va pas. Donc, elle reste. Et puis, dessus, il y en a une autre qui vient s'accrocher. Et puis, des fois, ça fait vraiment des grossesses ou des accouchements compliqués. Et on croit que c'est ça la vérité. C'était la vérité pour cette grossesse ou cet accouchement. Ça ne veut pas dire que ça va être la même chose pour la suite. Exactement. Et donc, ton rôle d'accompagnante, il se fait comment? Alors, on a eu quelques bribes, quelques indices. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'échanges, des paroles qui sont posées sur les expériences, les ressentis et tout ça. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, en fait, moi, déjà, je vais voir quelle est la demande, parce que parfois, on me contacte juste pour un rendez-vous avec une question bien précise. On m'a contacté une fois, mon accouchement s'est mal passé, j'aimerais poser des mots là-dessus pour pas garder des appréhensions pour la suite. Peut-être que le rendez-vous aura lieu que autour de ce sujet-là. Ou alors, je propose un accompagnement avec plusieurs rencontres. Et dans ces cas-là, les rencontres, je les construis selon les besoins des parents. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir tout un tas de questions, besoin de préparer... des choses, je vais dire un peu des grandes lignes comme l'allaitement, parler de l'accouchement. Des fois, j'ai des questions un petit peu sur le portage. Enfin, voilà. Donc, on peut élaborer l'accompagnement comme ça et on voit combien de rendez-vous on calque. Moi, je propose souvent des forfaits de 5 ou 10 séances, mais après, l'idée, c'est de faire en fonction des besoins des personnes. Il n'y a pas de modèle D'accord, parfait. C'est-à-dire que si une maman veut venir te rencontrer une fois parce qu'elle a une question précise, c'est possible. C'est possible. D'accord. Ok. Sauf que dans ces cas-là, on n'aborde que la question précise. Eh ben on oui, peut bien pas aller sûr. sur autre chose. Dans un accompagnement, en fait, on avance. Des fois, les personnes savent à l'avance tout ce qu'elles veulent aborder, puis des fois pas du tout. Et en fait, on construit au fil du temps. Ok, d'accord. Donc, une fois que la grossesse est installée, donc tu proposes ces temps d'échange, mais est-ce que tu proposes également des soins, enfin des choses pour accompagner la maman dans son bien-être, peut-être physique? Oui. Alors ça, c'était vraiment important pour moi de compléter ce que je propose dans l'accompagnement périnatal avec du soin pour le corps, parce que j'accorde vraiment une grande importance à prendre la personne dans sa globalité. On est un esprit et on est un corps, et comment on allie les deux. Donc effectivement, il peut y avoir autant des temps d'échange, d'information, d'espace de parole pour parler des émotions, et il peut très bien y avoir aussi des temps de massage pour venir parfois soulager
ce corps où il y a des tensions ou des douleurs qui peuvent apparaître, parce qu'une grossesse, ça met quand même le corps Bien sûr. en mouvement, qui est obligé de s'adapter très vite pour permettre à ce bébé de grandir et de naître. Et c'est vraiment venir soulager le corps. Donc il y a vraiment des temps de soins, de massage prénatal et du massage postnatal. Donc des massages sous forme de massage. Ouais, ok. ouais. Alors, dans ton explication, les auditeurs vont peut-être se dire, mais il y a quelques points communs avec les services proposés par les doulas, parce qu'on a reçu une doula il y a quelques temps. C'est quoi la différence, du coup, entre une doula et une accompagnante périnatale ? Alors, la première différence, c'est déjà le lieu de formation, puisque D'accord. moi, je sors d'une formation qui est proposée par le CEFAP, qui se trouve à Bordeaux, qui est le centre de formation à l'accompagnement périnatal. Et le titre qu'on obtient à la fin de cette formation, c'est accompagnante périnatale. Ok. Les doulas, souvent, elles vont dans des centres de formation. La plupart vont dans des centres de formation pour doulas. Certaines doulas n'ont pas forcément de formation. Elle est là, la différence majeure. Après... aujourd'hui, elle est peut-être moins marquée cette différence, mais à l'origine, la doula, ça veut dire au service d'eux, donc elle est au service des gens en fait à n'importe quel moment de leur vie. Elle peut être là pour accompagner la naissance, elle peut être là pour accompagner, pour proposer quelque chose autour des premières règles pour une jeune fille. Elle peut accompagner la grossesse, elle peut accompagner la ménopause, elle peut accompagner la mort. La doula, elle est vraiment là pour accompagner chaque étape de la vie. C'est peut-être un peu différent maintenant parce qu'il y a beaucoup de centres de formation qui se sont créés pour des doulas, avec des doulas qui proposent que de l'accompagnement périnatal. Exact. Oui. Donc voilà, là où était la différence majeure avant, elle est moins palpable maintenant. D'accord, ok. Très bien. Ok. Et est-ce qu'il est possible de te contacter du coup à n'importe quel moment de la grossesse, ou bien tu suggère quand même qu'il y ait un accompagnement depuis le début, enfin pour pouvoir suivre la maman sur toute la durée de la grossesse jusqu'à la naissance? Alors, ça peut être n'importe quand. En soi, il n'y a pas une règle qui dit qu'il faut que ça soit que c'est mieux au 3e ou au 6e mois. Mais c'est sûr que plus tôt on se rencontre, plus tôt il y a une relation qui s'installe entre nous et dans laquelle on est plus en confiance et où on peut arriver à aborder des sujets des fois qui sont moins facile à aborder. C'est sûr que si on se rencontre à 8 mois de grossesse, ça peut être possible aussi. Une maman qui se dit, tiens, j'ai entendu parler de ça, mais je suis déjà à 8 mois de grossesse. Il y a des choses à faire avant l'accouchement. Il y a des choses à faire déjà pour préparer la vie postnatale. C'est pas grave. Mais c'est sûr que plus on se rencontre tôt, plus on peut aborder de choses et plus l'accompagnement, d'une certaine façon, est complet. Ok, d'accord. On sait aujourd'hui que le suivi périnatal est très important pour diminuer la dépression postpartum, dont on entend beaucoup plus parler aujourd'hui, qui est moins tabou. Elle l'était à une période, il y a encore quelques années. On pensait d'ailleurs que c'était quelque chose qui était réservé, je mets des guillemets, aux personnes qui étaient plutôt dépressives déjà de base. Est-ce que tu dirais que l'accompagnement que tu proposes peut justement aider à, on va dire amoindrir ou atténuer cette phase difficile qu'il peut y avoir après l'accouchement? Alors, déjà, il faut peut-être resituer ce que c'est que la dépression du postpartum. C'est pas du tout ce qu'on appelle par exemple le baby blues. Le baby blues, c'est un état passager qui survient dans les quelques jours après la naissance, avec des moments très fugaces, d'état de tristesse ou de pleurs ou de fatigue, mais qui sont là, qui surviennent, qui s'installent pas, et puis hop, de nouveau, on est plus gai, plus joyeux, plus apaisé. La dépression du postpartum, ça intervient un peu plus tard, vers 1 mois et demi, 2 mois, et ça peut même intervenir à n'importe quel moment à partir de ce que je viens de dire jusqu'à 1 an de vie du bébé. Et là, par contre, c'est vraiment un état de fatigue ou d'anxiété, en fait, d'anxiété, de tristesse, sentiment d'incompétence, de ne pas savoir s'occuper de son bébé. Ça peut être tout un tas de choses comme ça. Et par contre, c'est pas fugace, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent de façon constante. Et c'est ça qu'on appelle dépression, c'est-à-dire que là, on est un peu pris dans une spirale où
plus le temps passe et plus on a l'impression de pas savoir faire et plus on a l'impression d'être triste et plus on a l'impression que ça va pas et plus on est fatigué. C'est vraiment le cercle vicieux. Ouais. D'accord, ok. Donc ça, c'est pas forcément toujours facile pour la maman d'avoir cette prise de conscience-là et de se dire il y a quelque chose qui va pas et je vais aller demander d'aide. Donc il y a vraiment besoin certainement une grosse culpabilité du coup, parce que se dire bah voilà, là, normalement je devrais être joyeuse d'avoir ce bébé. Tout le monde me dit qu'avoir un bébé c'est formidable. C'est ce qu'on disait au début. Voilà. Le bébé va bien, donc il faut que tout le monde aille bien. Ben c'est pas si simple que ça. Et effectivement, l'accompagnement périnatal peut permettre. Alors, je ne sais pas si elle peut permettre de l'empêcher, mais en tout cas, on peut préparer des choses déjà en amont pour faire en sorte que le postnatal soit plus doux. Oui. Et puis forcément, comme il y a des rencontres dans le postnatal, il y a aussi ces espaces de rencontre pour se dire comment tu vas, comment ça va là pour toi. Et en fait, on le sent si c'est juste bon, je suis fatiguée, mais ça va, ou si c'est juste je suis fatiguée, et puis on sent qu'il y a autre chose derrière. Des fois, les mots ne sortent pas, mais dans l'accompagnement, en fait, on le sent. Donc là, on peut proposer du soutien complémentaire, on peut orienter vers des professionnels aussi, parce que souvent, on bascule un peu sur un suivi médical. Quand il y a des pressions, on bascule sur du suivi médical. Mais l'accompagnement, ça peut permettre d'être cette amorce ou de soulager et de savoir qu'on a une personne ressource, que tu es personne ressource. Voilà, si on n'est pas bien, si on a besoin d'un soutien. Donc le fait d'avoir été suivi en amont, voilà, ça permet de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un si. C'est ça. Et puis dans cet accompagnement, on peut vraiment livrer ce qu'on ressent en fait, sans jugement, parce que l'idée c'est. On a le droit de dire que c'est dur, on a le droit de dire qu'on regrette sa vie d'avant, même si on aime son bébé. Des fois, il y a ça, parce qu'en fait, tout ce qui se passe nous échappe, en fait. Bah oui, c'est juste que c'est nouveau et que... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans notre société, c'est vrai que voilà le fait d'avoir un enfant, voilà, c'est un moment de joie et tout. Et donc, quand ça ne se passe pas de cette façon-là, la maman se sent forcément très très mal. Et puis oser dire du coup, je ne suis pas bien, je suis pas bien dans mon rôle de maman, je supporte pas quand le bébé pleure, je sais pas quoi faire, je suis pas sûre de l'aimer. Et ben c'est pas si facile que ça. Non, et puis moi j'ai vraiment ça à cœur, c'est-à-dire que nous on est des pays où c'est très individuel. Et en fait la jeune maman, le jeune couple qui vient d'avoir son bébé, en fait il est seul. Des fois il y a la grand-mère, des fois il y a la tante. Mais des fois c'est soutenant, puis des fois c'est pas soutenant d'avoir ces personnes-là parce qu'il y a toujours des conseils qu'on n'attend pas, la remarque qu'on n'attend pas. Donc du coup on a envie de s'isoler. Il y a des pays où il y a quand même une communauté qui est là pour soutenir et pour porter la maman et pour prendre le relais. Et c'est ce qu'on n'a plus nous ici en France. Et c'est ça qui manque. Et c'est aussi ça qui crée ces dépressions parce que c'est 15% des mères chaque année qui sombrent dans la dépression du postpartum, donc c'est pas rien. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a cet accompagnement. Alors on a un accompagnement qui est ce qu'il est, mais il y a un accompagnement quand même pendant la grossesse. Mais une fois qu'on rentre avec bébé, il n'y a plus rien. C'est vrai. Et c'est là que souvent c'est même le plus compliqué. Ouais. À la différence des pays nordiques, c'est vrai, où ils ont un accompagnement, les mamans ont un accompagnement quand elles rentrent à la maison. Oui, c'est vrai, et c'est là que c'est le plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, et ce lien au bébé, des fois, ne se fait pas aussi facilement que ça. Non. Tout à fait. Et c'est pas grave. Mais il faut le savoir. Mais il faut le savoir parce qu'on a l'impression que notre bébé, on va l'aimer immédiatement dès qu'on l'a sur notre ventre à la maternité. En fait, non, c'est pas si simple et c'est pas grave. Ça n'empêche pas d'être une super maman. Et du coup, est-ce que tu interviens, toi, quand tu as des mamans qui sont comme ça en dépression postpartum, est-ce que tu interviens à leur domicile pour essayer justement de favoriser ce lien avec le bébé? Enfin, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ce cas-là? Au-delà de... Alors, on a bien compris qu'il y avait beaucoup d'échanges, tu rassures, mais est-ce que tu as d'autres actions, par exemple, pour améliorer ce lien avec le bébé? Effectivement, on peut passer... Alors, tout dépend de la situation où elle en est. Tout dépend si c'est un couple que j'ai accompagné et où on voit que c'est en train de basculer et qu'on arrive à attraper la situation très tôt. C'est pas la même chose que si c'est quelqu'un qui prend contact et que ça fait déjà plusieurs mois que c'est installé. J'imagine. Donc là, c'est à voir
quel autre professionnel il peut y avoir besoin pour accompagner la maman, mais effectivement, comment créer ce lien avec ce bébé? On peut effectivement passer par le massage bébé, de la réflexologie plantaire pour bébé aussi. Donc ça, c'est des choses que que moi je propose, d'accord, mais que je propose dans les accompagnements. C'est pas une prestation que je propose Ok. ponctuellement. C'est vraiment dans l'accompagnement. Mais c'est utiliser tous ces biais-là pour aller attraper le contact avec le bébé et puis essayer de remettre du relationnel dans la douceur. Dans d'accord. le Donc corporel. ça veut dire que en fait, quand tu parles de massage au bébé, c'est la maman en fait. Toi, tu vas donner les conseils pour que la maman masse le Moi, bébé. je masse pas les bébés. C'est pas toi qui C'est pas mon masse le rôle. bébé. Voilà. Ça, Donc c'est c'est le rôle de vraiment maman. pour qu'il y ait cet échange Ouais. avec le bébé, qu'il y ait une interaction entre la maman et le bébé. Parce qu'il y a des fois, on sait pas ou on sait plus comment entrer en contact avec notre bébé. C'est ça. Donc, Juste on le va toucher. attraper des choses, des fois, juste le toucher, juste parler à son bébé, mais des fois, on n'est pas à l'aise de parler à son bébé, donc on peut déjà attaquer par le toucher. C'est vrai, ok. Donc réflexologie, massage, massage bébé et massage pour la maman, du coup, pour se réapproprier son corps aussi après l'accouchement. Donc tu nous as parlé de ta formation. Du coup, tu as fait des formations complémentaires pour la réflexologie et le massage, massage bébé et massage aussi. Massage des mamans. Oui. D'accord. Oui, il y a la formation de base qui est accompagnante périnatale et pour moi, il manquait vraiment cette dimension-là. Cette dimension corporelle. Donc, c'était important pour moi de me former et de vraiment de proposer un massage à différentes étapes. Donc, on a parlé du prénatal, du postnatal et je propose aussi un massage pour accompagner les femmes quand elles ont vécu des fausses couches, une IVG ou un accouchement difficile. D'accord. Avec vraiment un toucher qui est plutôt émotionnel. Donc, c'est un toucher qui est plutôt en surface avec l'idée de venir fermer d'un point de vue émotionnel, ce qui a pu venir s'ancrer dans le corps pour laisser la place à autre chose, en fait. Ok. Très, très bien. Tu consultes en cabinet, à domicile? En fait, tu nous as dit que tu pouvais intervenir surtout à domicile. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de cabinet, je me déplace à domicile. D'accord. Et pour un accompagnement juste des temps d'échange, ça peut se faire aussi en visio éventuellement. Oui, c'est ce que j'allais te demander, en distanciel aussi. Mais je me déplace à domicile. Et tu te déplaces à domicile. Je crois que tu organises aussi des ateliers, parce que là, tu nous as parlé d'un accompagnement individuel, mais je crois que tu fais aussi des ateliers, des cercles de discussion, c'est ça, pour les parents, du coup, parce que les papas, il faut aussi les inclure. Oui. Alors, aujourd'hui, les temps que je propose, c'est une fois par mois au café La Nébuleuse à Chambéry. C'est un café associatif. Une fois par mois, un temps de rencontre pour les futurs et les jeunes parents, en compagnie de Cécilia, qui est une doula chez Parents Douceur. D'accord. Voilà les temps que je propose aujourd'hui. Ok, très bien. Où est-ce qu'on peut te contacter, du coup ? Eh bien, sur mon site internet, il y a toutes mes coordonnées. Alors, ton site internet, c'est, j'ai dit tout à l'heure, c'est Un temps pour naître, c'est ça ? Alors, c'est www.nathalie.untempspournaître.fr. Ok. Et Un temps pour naître, c'est un regroupement. Oui. Parce que je suis allée un peu espionner le site pour la préparation de l'émission. Vous êtes plusieurs, en fait. Oui. C'est pour échanger, pour avoir une richesse de compétences. Alors, en fait, c'est Un temps pour naître, c'est un collectif que j'ai monté avec 2 amies de formation de l'accompagnement périnatal. Ok. Et donc, j'ai une de mes amies qui est en Bretagne et l'autre qui est à Aix-en-Provence. Et en fait, on a mutualisé. C'est bien parce qu'il y en a une un peu, nord, centre. Et en fait, ça permet aussi. Il y a des fois des personnes qui contactent une de mes collègues ou qui me contactent et qui ne sont pas du tout dans la bonne région. Et du coup, ça permet de renvoyer. Et puis, ça permet d'avoir comme une équipe avec qui échanger, avoir du soutien, parce qu'en fait, dans nos métiers, on est tout seul. On est tout seul, c'est ça. Donc savoir que toi, tu peux aussi te reposer sur d'autres personnes, d'autres expertises, c'est chouette. Ok, très bien. Un numéro de téléphone peut-être ? Oui. Allez, c'est parti. Allez, 06 27 25 10 99. Donc voilà, je suis joignable à ce numéro. Ok.
Ok, très très bien. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc on dit à toutes les mamans qui ont un projet, un projet de bébé ou qui ont des questions sur la grossesse ou l'accouchement, de ne pas hésiter à te contacter. Je les attends. Nathalie Jousse, accompagnante périnatale. Très très bien. Merci. Mais écoutez, on va faire une pause musicale et on retrouvera tout de suite après Emeline Fumex qui est dans les starting blocks, qui a très très envie de nous raconter tout ce qu'elle sait sur le portage. On écoute Eros Ramazzotti, allez un petit tour en Italie, Una storia importante, avec l'accent s'il vous plaît. C'est parti. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Du 26 mars au 2 avril, vivez les journées folles du commerce à Aix-les-Bains. Durant une semaine, faites le plein de bonnes affaires pour votre plaisir et profitez des promotions qui vous seront proposées. Aix-les-Bains et ses commerçants vous attendent pour partager un moment convivial sous le signe de la bonne humeur. Et pour faire durer le plaisir, rendez-vous à la braderie de printemps organisée dans le centre-ville par la Fédération des commerçants d'Aix-les-Bains le dimanche 3 avril. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. De retour dans Parenthèse parentale, et dans cette deuxième partie d'émission, nous allons échanger avec Emeline Fumex qui va nous présenter son activité. Mais avant, une petite présentation s'impose. Emeline, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? Vous voulez tout savoir en fait. On veut tout savoir. Alors moi je suis auxiliaire de puériculture et éducatrice de jeunes enfants de formation initiale. Je suis aussi maman d'une petite fille de 4 ans qui au départ n'était pas prévue d'être portée autant que ce qu'elle n'a été. Mais voilà, le contexte a fait que finalement je suis revenue très vite à mes outils de portage, en disant ça va me libérer mes 2 mains. D'accord. Et puis, depuis peu, je suis aussi praticienne en soins relaxants au bol tibétain. Voilà, c'est vraiment un nouveau soin que je propose et qui vient compléter finalement mon activité de monitrice et de formatrice de portage physiologique auprès des bébés. Donc, du coup, les bols tibétains, c'est pour les bébés aussi? Alors, je peux faire auprès des bébés, pendant la grossesse, après la grossesse, avec les bébés, sur les enfants. Et tout public en fait. Il y a quasiment pas de contre-indication. Alors, on change un peu le fil de l'émission du coup, mais c'est pas grave. Quel bienfait ces bols tibétains? Alors vraiment les bienfaits c'est vraiment relaxant dans l'idée de fluidifier en fait tout ce qui est énergétique. C'est-à-dire qu'au quotidien, on va avoir des tensions qui vont se créer dans notre corps, qui vont faire que l'énergie, elle va circuler beaucoup moins bien, progressivement. Et en fait, avec la vibration des bols tibétains qui vont venir à proximité de la personne, voire sur la personne quand c'est envisageable et que c'est en accord avec la personne, en fait, du coup, la vibration du bol va pouvoir venir dénouer toutes ces tensions et venir refluidifier le flux, en fait, des énergies au niveau du corps. C'est dommage, on aurait pu faire ça en direct, là. Tu n'as pas apporté des bols tibétains, Emeline. Non, j'ai pas pensé. Dommage. Donc, il faudra revenir avec. J'en ai pas dans ma poche, il faudra revenir avec et tu nous feras une séance. Est-ce que tu penses que ça peut se faire? Du coup, c'est radiophonique, ça, ou pas? J'ai jamais testé, alors on peut faire le grand test. Donc, on prend rendez-vous. On testera à l'antenne. Ok, donc tu es responsable d'une structure qui s'appelle Opage. Oui. Et Opage, c'est quoi? Alors Opage, donc en fait c'est le nom de mon auto-entreprise que j'ai montée tout d'abord en fait pour proposer mes ateliers de portage en qualité de monitrice auprès des parents et des futurs parents. Et puis très simplement après au cours de mes formations, tout est venu se greffer dessus. Et donc du coup maintenant je propose les formations auprès des professionnels de la santé, du social, du paramédical, en fait toutes les professions qui sont amenées à pouvoir finalement échanger autour du portage, des formations qui permettent de pouvoir aborder justement cette question-là, puisque régulièrement j'avais des personnes, des professionnels de la petite enfance qui étaient face à des questions de parents qui leur disaient j'ai tel outil de portage, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, les professionnels ne sont pas formés du tout à ça et se retrouvaient finalement face à une impossibilité de répondre et d'accompagner ses parents. Donc en fait, voilà, l'idée c'est
pouvoir dégrossir le sujet et de pouvoir en parler directement avec les personnes, par exemple, qui côtoient les structures collectives telles que les crèches, les multi-accueils, mais aussi les assistantes maternelles, par exemple. Ok, d'accord. Alors, juste une précision, OPAGE, ça veut dire quoi? C'est une signification? C'est organisme de formation et partage, en fait, au niveau du portage. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est un petit mix des différents sons qui sont ressortis. Très, très bien. D'accord. Donc, du coup, tu accompagnes les parents, mais tu fais également des formations auprès des professionnels. Exact. Très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a encore 10 ans, le portage, c'était considéré comme... c'était pas considéré comme un acte de la parentalité à part entière, je dirais. On pensait même que c'était plutôt bien de laisser bébé tranquille et de ne pas l'avoir trop contre soi pour pas lui donner de mauvaises habitudes. J'ai mis des guillemets. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement de position ? Alors du coup, en fait, au niveau du portage, on sait qu'à l'heure actuelle, c'est très important finalement d'accompagner les bébés dans le contact, ce besoin de sécurité affective. En fait, tout est parti d'une simple observation au niveau des structures où les bébés étaient destinés à l'adoption. Et finalement, on s'est rendu compte que les bébés qui étaient destinés à l'adoption avaient au niveau de leur berceau des écriteaux où c'était marqué « Ne me touchez pas, ne me regardez pas ». En fait, l'idée, c'était de laisser toute la place pour les futurs parents et que le bébé puisse s'attacher uniquement à ces personnes-là et pas à d'autres. Donc, en soi, à l'époque, on pouvait se dire, c'était réfléchi. Maintenant, on a aussi constaté qu'il y avait un taux de mortalité infantile qui était hyper élevé. Et en fait, progressivement, ces bébés, on leur a parlé et le taux de mortalité a chuté. On les a pris dans nos bras, ça a encore chuté. On les a câlinés, on leur a proposé des ateliers d'éveil, etc., etc. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, juste le bébé, pour survivre, il n'avait pas besoin juste de sécurité physique, donc le protéger des dangers réels, mais il a aussi besoin de sécurité affective et d'avoir une place. Donc en fait, au niveau du portage, c'est vraiment offrir au bébé une place dans notre société et pouvoir l'intégrer dans notre quotidien et lui montrer en fait ce que c'est que la vie, quoi. Alors ça fait complètement sens quand même, parce que c'est vrai, ce bébé qui a été porté pendant 9 mois, qui a été bien contre la maman, du jour au lendemain, ne plus avoir ce contact, cette proximité, ça peut être aussi quelque chose de perturbant, de violent pour lui sans doute à vivre. Donc le portage a fait en effet tout son sens. Hein. Oui. Très clairement. Alors, il y a portage et portage, je pense. Toi, tu nous parles de portage physiologique. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est le portage physiologique ? Alors, aujourd'hui, on voit un peu partout portage physiologique sur tous les différents outils de portage qu'on peut avoir. Attention, tout ce qui est dit physiologique ne l'est pas toujours. Tout dépend de la manière dont on va utiliser l'accessoire qu'on va avoir entre les mains ou la manière dont on va proposer au bébé de s'installer, ne serait-ce que dans nos bras. Donc en fait, le portage physiologique, à la base, c'est juste lui proposer la position qu'il avait dans le ventre de sa maman. D'accord. Donc on va essayer de poursuivre en fait cette position-là pour laisser au bébé cette possibilité d'évoluer à sa façon dans le développement de son corps. C'est-à-dire qu'on va pas tirer sur ses membres pour le mettre tout droit. On va rester dans ce côté en boule. Voilà, c'est la petite boule, la petite crevette qui reste vraiment avec le dos arrondi, le bassin basculé. Il y a les genoux qu'on va chercher à remonter plus haut que les fesses avec du coup donc vraiment la position de fœtus, assise, quoi. Voilà. Et on va du coup de ce même temps inviter le bébé à remettre ses mains près du visage de manière à l'aider à favoriser cette position-là. D'accord. Mais alors, j'imagine qu'il faut un matériel particulier parce que moi je suis une ancienne de l'ancienne école. Moi mes enfants je les portais avec des porte-bébés, voilà, qui n'étaient pas du tout adaptés pour ce genre de position. C'est-à-dire qu'en effet, on faisait sortir les jambes du bébé, les bras du bébé. Donc j'imagine que maintenant, il existe d'autres
Voilà. d'autres. On a de tout, hein. Ça existe. On a encore de tout. Voilà. Mais c'est pas le plus approprié pour que le bébé se sente bien, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, dans la physiologie, on va aussi rechercher on va certes rechercher le bien-être du porté, mais on va aussi rechercher le respect du porteur. Donc en fait, l'un dans l'autre, il faut qu'on arrive à trouver un confort pour les deux. Oui. Et donc en effet, il y a des outils de portage qui vont être adaptés à certains bébés d'un certain âge, d'un certain poids, d'une certaine taille, mais aussi d'un certain tonus, qui vont être du coup physiologiques. Mais après, à partir d'une autre taille, d'un autre poids, l'outil de portage peut ne plus être physiologique. Et à l'inverse, trop tôt, il peut ne pas être physiologique. Et du coup, on a besoin d'attendre un peu pour utiliser un outil de portage parce que le bébé aura grandi et à ce moment-là, quand on va l'installer, il sera davantage physiologique. Okay. Donc, c'est vraiment des différents outils, en fait. C'est là où l'accompagnement est intéressant pour le portage, c'est que du coup, on va essayer de cibler les besoins du bébé et les besoins du porteur et de fusionner finalement ces éléments-là pour trouver l'outil de portage adapté. Oui, je comprends bien. C'est-à-dire qu'en effet, que le bébé soit à l'aise et voilà bien, qu'on respecte sa position. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de porter un bébé. Voilà, surtout qu'on peut le porter des fois longtemps. Oui. Alors bizarrement, il s'endort des fois. Voilà. Et c'est vrai que ça peut faire mal aux épaules, ça peut faire mal au dos. Donc il faut aussi qu'il y ait le confort de celui qui porte. Et donc ça, c'est dans la formation, dans l'accompagnement que tu proposes. Voilà, c'est ça. C'est aussi de cibler un parent, par exemple, qui va me dire, moi, j'ai des douleurs dorsales à tel endroit, ou j'ai des douleurs au cervical. Bon, ok, on va choisir un outil de portage qui va faire que le parent sera, ou en tout cas le porteur sera plus à l'aise pour éviter ça, justement. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Ok. Et alors, concrètement, comment ça se déroule ton atelier ou ton accompagnement? Donc tu pars de quoi? Tu expliques d'abord la position du bébé. Enfin, explique-nous comment tu t'y prends. Alors, un atelier de portage, en fait, l'idée c'est d'abord d'aborder une partie théorique, en fait. D'accord. Pour comprendre ce que c'est que le portage physiologique et pour que les personnes que je rencontre puissent avoir finalement les billes en main pour comprendre face à un outil de portage qu'on va leur transmettre, par exemple, qu'on va leur donner, parce que il y a plein de dons au niveau de la petite enfance qui se fait, de frères, de sœurs, de tontons, de tatas, etc. Et du coup, voilà, l'idée c'est que la théorie puisse amener la personne à réfléchir sur cet outil de portage et ce qui serait adapté ou pas pour moi et mon bébé. Donc en fait, on va aborder déjà les bienfaits du portage, c'est une évidence parce que des fois, on rentre dans des polémiques de moi j'ai jamais porté. Est-ce que tu es sûr que c'est bien ce que tu fais? Donc être déjà rassuré par rapport à notre pratique. Donc ça, c'est hyper important de rassurer les parents par rapport à ça et de leur donner les outils pour pouvoir y répondre. Et puis, du coup, après, on aborde, par exemple, aussi le change physiologique. On aborde le portage à bras physiologique de manière à proposer au bébé toujours une position portage à bras, qu'est-ce que c'est portage à bras? C'est-à-dire que c'est sans porte-bébé. Sans porte-bébé, d'accord, voilà. Ok. Ça sera juste une manipulation qui va faire que finalement, on va respecter le bébé dans la position dans laquelle il est le mieux, de manière à ne pas venir lui proposer une position en hyperextension. Ok. Donc en fait... tout simplement, on lui propose dans l'outil de portage d'être dans cette position arrondie dont on parlait tout à l'heure. Et si au quotidien, en manipulant le bébé, on lui propose d'être en hyperextension, il y a quand même un petit décalage. Moi, je dis, ils ont de la chance, les bébés aujourd'hui, quand même. Hein. On fait attention à beaucoup de choses. Les enfants d'avant ont été certainement traumatisés. Bon, on s'en est pas trop mal sortis, mais bon. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, tu nous parles d'outils depuis tout à l'heure. Oui. C'est quoi exactement? Parce qu'il existe différents porte-bébé, c'est ça? Alors du coup, voilà, pendant l'atelier de portage, donc il y a cette partie théorique et il y a cette partie pratique qui vient du coup se greffer dans ce temps de rencontre. Et donc, on va pouvoir manipuler ensemble
en fonction de l'étude des besoins du porteur et du porté, les outils de portage qui vont être le plus adaptés aux deux. Donc en fait, on va pouvoir aborder la manipulation d'un sling, par exemple. Un sling. Donc c'est une écharpe. C'est une écharpe qui est très courte avec 2 anneaux et qui propose un portage asymétrique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au niveau visuel, ça fait un peu comme une écharpe de Miss France ou Mister France. Donc voilà, ça donne un visuel assez sympathique. On a aussi des écharpes, du coup, c'est juste ces grandes longueurs de tissu qui sont soit un peu extensibles, soit vraiment dans du tissu comme les hamacs qu'on connaît, nous. Ça s'appelle toujours des slings, ça? Non, ce sont des écharpes de portage, tout simplement. Écharpes de portage, d'accord. Voilà. Donc des écharpes de portage qui sont soit tissées, donc comme les hamacs, soit tricotées quand c'est un peu extensible. Okay. Et du coup, on va adapter le nouage en fonction du tissu qu'on va avoir entre les mains. Oui, parce que ça se fait sous forme de nœud, l'attache, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, c'est ça. Donc il faut avoir une certaine maîtrise quand même. Oui, alors je comprends qu'il y ait besoin de formation parce que c'est pas juste mettre bébé dans un porte-bébé comme on le faisait avant, mais il y a toute une technique. D'accord. Okay. Et puis du coup, c'est aussi ressentir en tant que porteur, en tant que personne qui va installer le bébé, c'est ressentir là où il y a besoin de serrer, desserrer. C'est aussi apprendre à écouter son corps et celui du bébé pour réajuster finalement l'installation. D'accord, ok. Donc voilà, on a les écharpes de portage, on a les slings et on a les porte-bébés. Donc les porte-bébés, c'est plutôt ce qui va ressembler à des sacs à dos. Donc en fait, où là vraiment, on va avoir des bretelles plus ou moins rembourrées et avec des clips au niveau du bassin. On va venir attacher le clip. Alors ça, j'ai connu du coup. Ça, je sais ce que c'est. Et on a aussi un clip au niveau des bretelles qui vont venir s'attacher en fonction de si on a un portage ventral ou dorsal. Le clip des bretelles va venir s'attacher soit devant au niveau de la poitrine, soit derrière au niveau des omoplates. Ok. Dis-moi, Emeline, ça vient d'où cette mode, cette tendance, enfin, non, c'est pas ni une mode ni une tendance, mais c'est quelque chose de naturel. Est-ce que ça vient des pays africains? Parce que c'est vrai que les femmes africaines ont cette façon-là de porter les bébés. C'est pas du tout en disant que nous on a notre manière de porter en mode occidental et la manière de porter finalement des pays d'Afrique, ça va plutôt être avec le pagne. Ce qu'on appelle le pagne, c'est juste un bout de tissu qui va permettre à la maman ou au papa, mais c'est un peu plus rare, d'installer le bébé directement dans le dos. Parce que du coup, eux, ils ont aussi une morphologie qui va faire que le bébé, tout de suite, il va pouvoir venir s'installer dans ce bassin qui est très creusé. Et qui va finalement leur offrir une capacité d'adaptation par rapport à leurs conditions de vie. Ok. Nous, c'est vrai qu'elle porte beaucoup dans le dos. Oui, très très vite. Dès la naissance, le bébé, on le voit, il est tout petit, il est installé en boule au niveau de leur bassin. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Mais du coup, sur une morphologie plutôt à l'occidentale, on a difficilement cette possibilité d'installer le bébé de la même manière parce qu'on est juste fait différemment. Ok. Donc du coup, on a adapté, nous, de notre côté, les outils de portage par rapport à notre morphologie et puis à nos besoins, parce que c'est quand même moins fréquent à l'heure actuelle dans notre société que les bébés soient en portage au lieu de travail de son parent. Donc, oui, très clairement. Ouais. Donc voilà, on n'a pas non plus les mêmes besoins, mais. Ok. Alors on a bien compris les bienfaits pour le bébé, cette proximité, sentir la chaleur de la maman, sans doute. Ça facilite peut-être aussi l'allaitement. Oui, parce que j'imagine qu'on peut peut-être même allaiter en effet. Portant le bébé comme ça. On peut allaiter, mais on peut aussi donner un biberon. On parlait tout à l'heure d'allaitement avec Nathalie, mais en effet, c'est pas que l'allaitement maternel. On peut aussi desserrer un peu notre installation au niveau du portage et offrir un biberon au bébé. D'accord. Donc c'est tout à fait envisageable. C'est juste un petit coup à prendre. Ok. Et pour la maman, ou pour le papa d'ailleurs, mon Dieu, pour le papa aussi. C'est accessible au papa aussi, en effet. L'intérêt, c'est quoi? C'est aussi d'avoir les mains libres et puis de pouvoir faire autre chose? Alors, c'est très, très souvent ce pourquoi on m'appelle. J'arrive plus à étendre ma lessive à une main, alors du coup, il faut s'occuper des aînés. Donc, du coup, voilà, il y a cette raison-là, donc qui va faire que là, c'est un besoin, disons, visuel et de pouvoir répondre à l'entretien de la maison, de la vie de famille, des besoins de l'adulte en règle générale.
Donc voilà, on va pouvoir assimiler les deux. Pour l'allaitement, en effet, pour rebondir à ce que tu disais, c'est aussi d'avoir ce côté un peu peau à peau qui va venir stimuler l'hormone de lactation. Donc pour une mise en place, par exemple, de l'allaitement, ça peut être hyper intéressant d'avoir son bébé en portage pour favoriser la montée de lait, par exemple. D'accord. Voilà, Ok. Et donc pour revenir à ce que propose Nathalie et ce que tu nous expliquais sur la dépression postpartum, le portage, ça peut être une vraie solution aussi pour cet attachement au bébé. C'est ce qu'on disait. C'est à voir avec la maman et là où en est la situation. Parce que pas brusquer les choses. Le portage, alors moi c'est quelque chose que je survalide à fond, mais dans mon histoire à moi. Mais ça peut être inconfortable pour certaines personnes d'avoir leur bébé trop proche. Ah oui. Et alors, quand il y a dans le cas d'une dépression, ça peut être à un moment donné une étape intéressante pour retravailler. Travailler, c'est bizarre comme mot, mais venir créer cette relation ou recréer cette relation, mais pas trop brutalement parce que ça peut être trop d'un coup en fait. Okay. Mais oui, ça peut être un outil intéressant. Ça peut être un outil selon en fait la situation familiale. On peut aussi parler des bébés qui sont adoptés où là il y a le lien qui est complètement à créer et en effet d'avoir son bébé directement mais collé à soi. Pour certains, ça va être très très bien vécu et pour d'autres, le bébé va avoir besoin de temps d'être collé à cette personne qui finalement ne connaît pas ou très peu. Du coup, même au niveau du portage, on va adapter la position du bébé. On va adapter l'outil de portage aussi. C'est-à-dire que voilà, on peut faire en sorte que le bébé soit moins installé ventre contre ventre, par exemple, mais un petit peu de manière décentrée. De manière à ce qu'il y ait un peu plus de distance entre guillemets entre le bébé et le porteur pour finalement venir travailler cette relation entre parents et bébé. Ok. Alors je vais être très honnête avec toi, Emmeline. Quand je t'ai invitée donc pour cette émission pour parler du portage, je me suis dit mais bon le portage, oui, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur le portage ? Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment un outil extraordinaire parce que quelle que soit la situation familiale, on peut trouver, enfin le portage peut avoir une utilité. Voilà, tu nous parles d'adoption. C'est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé comme ça de prime abord. Utiliser le portage pour cette relation de proximité et faire du lien avec l'enfant. Ok, donc oui, donc en effet, je suis convaincue maintenant. Je suis en effet convaincue. Jusqu'à quel âge on peut porter un bébé, un enfant, du coup ? Alors, en fait, tous les fabricants d'outils de portage vont mettre un poids limite. C'est vraiment une norme pour eux pour se protéger. En revanche, pour des raisons de sécurité. Voilà, pour des raisons de sécurité. En revanche, du coup, on est vraiment sur la limite du porteur et du porté en vrai. Ah oui. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des écharpes qui sont dans des tissus de hamac. Nous, en tant qu'adultes, on s'installe dedans et le tissu craque pas. Ah oui. Donc finalement, au niveau du poids, un porte-bébé dans cette matière-là tiendrait. Donc en fait, c'est vraiment juste qu'on s'imagine pas porter notre conjoint ou notre compagne sur un dos. Ça peut être un jeu, mais on tient pas longtemps. Mais vraiment, la limite, ce que j'aime du coup partager avec les familles, c'est vraiment la limite du porteur et du porté, c'est-à-dire qu'on va s'écouter et même écouter le bébé qui, à un moment donné, des fois vers 9 mois, 6 mois, 9 mois, ils ont envie vraiment d'explorer le monde et se détacher un peu de leurs parents et d'aller bouger leur corps, puis d'un coup ils reviennent. C'est aussi ça, c'est voir que le bébé il a envie de sortir de l'outil de portage pour aller un peu explorer, voir un peu au sol comment son corps il réagirait, puis après il revient. Oui, pour les moments de fatigue ou les moments de câlin. Mais il n'y a pas de limite. Il y a des outils de portage qui sont conçus exprès pour porter des enfants de 3 à 4 ans, voire plus. Donc, d'accord. Donc, et oui, pour partir en promenade, en rando, par exemple, un enfant un peu fatigué à un moment donné, on est bien content d'avoir une alternative parce que la poussette passe pas partout. C'est vrai. Les bras tiennent pas toujours très longtemps. Et tu fais des formations, c'est des formations individuelles ou des formations en groupe que tu proposes ? Alors du coup, les ateliers pour les futurs parents sont individuels ou en groupe au domicile des parents.
Ou alors, du coup, moi, je suis au sein des locaux de Doudou & Family sur la Balme de Sillingy, où là, on peut envisager un atelier collectif ou un atelier individuel, il y a pas de souci. Pour les formations des professionnels, généralement, ça se fait le plus souvent en équipe. C'est vraiment un projet de structure généralement qui se met en place. Et là, tu te déplaces. Et donc là, je me déplace dans les structures pour pouvoir accompagner l'équipe en fonction de leurs problématiques et de leurs questionnements et de leurs observations au quotidien pour pouvoir étudier ensemble finalement leur projet autour du portage. Ok, et ça se passe en une séance ou il y a besoin de plusieurs séances? Alors pour les ateliers des parents et des futurs parents, généralement c'est en une séance pour aborder vraiment les premiers pas autour du portage. Ouais. Et puis après, c'est très rare, mais les parents me rappellent pour éventuellement installer après le bébé au dos quand il continue à porter. Mais après, quand il maîtrise un peu le portage déjà devant, passer au dos, pour ceux qui maîtrisent bien, c'est un peu moins impressionnant. Donc généralement, voilà, soit ils ont des questions juste comme ça par message, et puis du coup on échange comme ça. Soit on fait un autre atelier si vraiment je vois qu'il y a besoin d'un accompagnement. D'accord. Est-ce que tu proposes, toi, à la vente, les outils de portage, les slings, j'ai bien retenu, les écharpes? Bien prononcé. Non, du coup, moi, j'ai pas d'outils de portage, ni à la location, ni à la vente. Mais par contre, si c'est un projet pour les familles ou pour les structures, d'investir en tout cas, ou de tester des outils de portage de manière plus longue que sur le temps où on s'est vu, je les oriente vers des personnes qui proposent ce genre de service. D'accord, mais tu les as en démonstration? Moi, pour je tes les formations. ai, et voilà, en effet. Moi, je viens avec 1, 2 ou 3 valises, des poupons. Et oui, parce qu'il faut les enfants aussi, qui ne sont pas forcément présents. D'accord, donc tu as des poupons. Voilà, c'est ça, qui sont nos cobayes. Ok, très bien. Donc tu nous as dit où on pouvait te contacter. Donc, enfin, tu nous as dit que tu intervenais aussi chez Doudou & Family. Oui. Donc à la Balme de Sillingy. Autrement, tu as un site internet? Alors oui, j'ai un site internet. C'est www.opages.org. Ok. Et on peut te contacter, il y a une page contact. Il y a une page contact. On peut aussi me retrouver sur ma page Facebook ou sur Instagram. Opage aussi? Opage, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Très bien. Et puis... et tu as des ateliers là ces prochains jours, alors là, la prochaine dispo, ça sera du coup le 2e samedi du mois d'avril, donc le 9 avril, à la Balme de Sillingy. Et après, en fait, en fonction des demandes et des contacts des familles ou des structures, on étudie ensemble nos disponibilités mutuelles et puis on cale des dates ensemble, en fait. Ok, et ben super. Merci beaucoup, c'était passionnant. Donc la prochaine fois, tu reviens avec les bols tibétains qui sont complémentaires, parce que à quel moment tu les utilises? Du coup, j'ai oublié de te demander, parce que c'est quand même très distinct du portage. Alors, je les utilise pas pendant l'atelier de portage. C'est vraiment un soin annexe qui est proposé. Et du coup, voilà, ça peut être vraiment un temps pour le parent qui a besoin de souffler et de s'accorder une pause. D'accord. On laisse le bébé 1 heure de temps à un proche. Voilà, on prend du temps pour soi. Mais ça peut être aussi un moment parent-enfant, et ça, c'est tout à fait envisageable. Mais c'est pas pendant l'atelier de portage. Très bien, donc 2 activités distinctes. Merci beaucoup, Emeline. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à toutes les deux, du coup. Merci aussi, Nathalie, pour ce bon moment passé en votre compagnie. Merci aussi pour tout ce que vous faites pour les parents et les enfants. Il est maintenant l'heure de passer à l'agenda des activités à faire en famille ou à proposer à vos enfants. Agenda proposé par l'application gratuite Autour des parents. Alors, une précision ici, il y a des dizaines d'activités, des dizaines d'activités recensées sur cette application gratuite sur la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et le Rhône. Allez, c'est parti. Le 25 mars à Aix-les-Bains, une soirée-jeu de 18h à 22h à la résidence Fontanet, boulevard Le Pic, organisée par la Ludotex. Le 26 mars, au Chapotin, à Aix-les-Bains, un atelier yoga pour les 6-10 ans organisé par le Yoga des Petits Loupiaux de 10h à 11h. À partir du 26 mars et jusqu'au
au 9 avril, un atelier Je masse bébé proposé par Séverine Fantin de Famille Licence de 9h30 à 10h30, boulevard Le Pic à Aix-les-Bains. Le 26 mars, journée en famille et en forêt, une superbe activité que je recommande en pleine nature à Entrelacs, organisée par l'association L'École Buissonnière. Le 30 mars, un atelier Montessori sur l'agencement du coin-chambre et de l'espace-jeu vous sera proposé dans la boutique Graines de Marmot, rue de la Trésorerie à Chambéry. Le 30 mars, à Tresserve, à la... Qu'est-ce que j'ai écrit là ? À la marmotte gourmande. 3 heures d'animation pour les enfants, jeux, sculptures et goûter organisés par Il était une fête de 14h à 17h. Voilà, alors ce sont les animations qui ont lieu là sur le bassin chambérien et aixois, mais si vous êtes sur la Haute-Savoie, voilà, allez voir sur l'application, vous trouverez toutes ces animations proposées par les professionnels. J'ai oublié quand même les ateliers émotions tous les mercredis pour les enfants à Grésy-sur-Aix, organisés par Christelle Mancuso, l'atelier des bulles, et les ateliers bébé signeur et atelier collectif massage bébé de Pomme d'éveil jusqu'au 11 avril, cité de l'entreprise à Aix-les-Bains. Voilà, j'avais oublié de les mentionner. Il y a donc de nombreux autres événements, donc n'hésitez pas à consulter l'application Autour des parents, l'application gratuite. Voilà, parenthèse parentale, c'est terminé pour aujourd'hui. Attention, pas de parenthèse parentale dans 15 jours. Je vous retrouverai avec grand plaisir le 20 avril à 17h. Portez-vous bien et restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac.